Mes parents ont jugé mon mariage anodin et sont partis en vacances à La Réunion avec ma sœur. Une semaine plus tard, mon père a appelé pour le prêt impayé. Je lui ai dit de ne pas me contacter pour des sujets anodins. Je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans et je suis photographe de mariage à Lyon. L'ironie de photographier des centaines de mariés avec leurs fiers parents ne m'a jamais échappé, surtout après ma propre petite cérémonie dans un jardin l'année dernière. Mes parents l'ont qualifié d'événement anodin pour quelqu'un de sa condition et ont choisi de ne pas venir. À la place, ils sont partis en vacances à La Réunion avec ma sœur. Quand ils m'ont finalement appelé une semaine plus tard, c'était uniquement parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Leurs paroles m'ont appris une leçon précieuse sur les limites familiales et le respect de soi. Ayant grandi dans un quartier aisé de la banlieue lyonnaise, la maison de mon enfance semblait parfaite de l'extérieur. La belle demeure bourgeoise à 2 étages avec sa pelouse bien entretenue et sa clôture blanche semblait tout droit sortie d'un magazine. Mais entre ces murs, il existait une hiérarchie stricte qui a façonné toute mon éducation. Au sommet se trouvaient mes parents, Henri et Éléonore Dubois, un avocat d'affaires et une directrice d'hôpital, qui accordaient plus de valeur au statut qu'à toute autre chose. Juste en dessous d'eux se trouvait ma sœur aînée, Juliette, de 6 ans mon aînée et l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Et puis il y avait moi, l'oublié, la déception, celle qui n'a jamais été à la hauteur. Dès mes plus lointains souvenirs, j'ai compris ma place dans la famille. Quand Juliette ramenait un bulletin avec que des 20-20, son bulletin était fièrement affiché sur le réfrigérateur pendant des semaines. Quand je faisais de même, ma mère hochait brièvement la tête et disait « C'est ce qu'on attend de toi, ce n'est pas exceptionnel ». Quand Juliette a été acceptée dans une des plus grandes facultés de médecine de Paris, mes parents ont organisé une grande fête où tous leurs amis et collègues étaient invités. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention aux Beaux-Arts, ils ont manqué la cérémonie parce qu'elle coïncidait avec un événement au cercle privé. La photographie n'est qu'un passe-temps, Amélie, disait mon père avec dédain chaque fois que j'essayais de lui montrer mon travail. Ce n'est pas un vrai projet de carrière. Tu dois penser à quelque chose de pratique. Juliette a suivi exactement le chemin que mes parents avaient tracé. Première année commune aux études de santé, passe, faculté de médecine prestigieuse, puis un internat de renom. Aujourd'hui, à 35 ans, elle est une chirurgienne accomplie, mariée à un autre médecin, avec 2 enfants parfaits. Ils vivent dans une maison à 3 pâtés de maison de mes parents et dînent avec eux tous les dimanches. La dynastie parfaite que mes parents ont toujours voulu. Ma passion pour la photographie est née au lycée. Je me souviens encore du moment où j'ai eu le déclic. Madame Leclerc, ma professeure d'art plastique, m'a prêté un vieil appareil photo Nikon pour un projet de classe. La première fois que j'ai regardé à travers ce viseur, quelque chose s'est éveillé en moi. Je pouvais capturer des moments, des émotions, des histoires en une seule image. J'ai passé des heures dans la chambre noire du lycée, hypnotisé par les images qui apparaissaient comme par magie dans les bacs de développement. Quand j'ai annoncé que je voulais étudier la photographie à l'université, mes parents ont eu leur première grande intervention avec moi. Nous n'allons pas payer pour que tu perdes 4 ans à apprendre à prendre des photos, a déclaré mon père à travers la table de la salle à manger. Henri, intervint ma mère. Peut-être qu'elle pourrait étudier le commerce avec la photographie en mineur. Au moins, ça lui donnerait une solution de repli. Il parlait de moi comme si je n'étais pas assise juste là. Finalement, nous avons fait un compromis. J'irai à l'université avec une bourse partielle, en double licence commerce et beaux-arts. Il paierait le reste des frais de scolarité uniquement si je maintenais une moyenne générale de 16/20. J'ai travaillé plus dur que jamais, jonglant avec les 2 cursus tout en acceptant des contrats de photographie de mariage le week-end pour construire mon portfolio. Ma colocataire Olivia me trouvait souvent en train de retoucher des photos à 3 heures du matin après avoir terminé des devoirs de commerce. Tu sais, la plupart des gens choisissent une chose dans laquelle exceller, m'a-t-elle dit une fois. Tu te tues à la tâche pour essayer de plaire à tout le monde. Elle avait raison. Mais j'espérais toujours obtenir l'approbation de mes parents. Cet espoir s'est estompé pendant ma 3e année, lorsque j'ai remporté un prestigieux prix régional de photographie. Le journal local a publié un article sur moi et mon travail. J'ai envoyé avec enthousiasme la coupure de presse à mes parents, pensant qu'ils verraient enfin mon talent. Ma mère a appelé ce soir-là. J'ai vu ton petit article, a-t-elle dit. C'était bien. Mais as-tu vu que Juliette vient de publier ses recherches dans une revue médicale de renommée internationale? Nous t'avons envoyé le lien la semaine dernière. Je l'avais vu. J'avais aussi envoyé à Juliette un bouquet de félicitations,
mais personne ne lui avait mentionné ma réussite ni ne m'avait envoyé ne serait-ce qu'un texto disant « bon travail ». Après l'université, j'ai travaillé dans une agence de marketing pour plaire à mes parents tout en développant mon entreprise de photographie à côté. Pendant 3 ans, j'ai économisé chaque euro, vécu dans un minuscule appartement avec 2 colocataires et travaillé 7 jours sur 7. Quand j'ai finalement eu assez de clients et d'économies pour quitter mon emploi en entreprise et me lancer à plein temps dans la photographie, mon père a appelé ça un suicide professionnel. Tu jettes un revenu stable pour poursuivre une chimère, a-t-il dit. Ne viens pas pleurer chez nous quand tu échoueras. Mais je n'ai pas échoué. Au cours des 7 années suivantes, j'ai bâti une entreprise prospère de photographie de mariage et de portraits. Je me suis spécialisé dans la capture de moments authentiques et émouvants plutôt que de clichés posés et rigides. Mon calendrier se remplissait 1 an à l'avance et j'ai finalement embauché 2 photographes assistants pour m'aider à répondre à la demande. J'ai acheté mon propre petit appartement en ville, créé un magnifique site web de portfolio et même remporté plusieurs prix internationaux de photographie. Mes parents n'ont jamais rien reconnu de tout cela. Lors des réunions de famille, ma mère mettait fièrement tout le monde au courant des dernières réalisations de Juliette, mais me présentait simplement comme ma fille cadette, sans mentionner ma carrière. Je l'ai un jour entendu dire à son ami du club de bridge que j'étais encore en train de chercher ma voie, comme si j'étais une jeune de 20 ans sans but plutôt qu'une chef d'entreprise prospère. C'est lors d'une de mes séances de mariage que j'ai rencontré Léo. Il était le témoin du marié lors d'une célébration que je photographiais, et je l'ai remarqué en train de faire rire et de détendre le marié nerveux avant la cérémonie. Pendant la réception, il a aidé un invité âgé qui avait du mal à marcher, et plus tard, il a diverti les enfants quand ils sont devenus agités. Je me suis surprise à prendre des photos supplémentaires de lui tout au long de la journée, attiré par sa chaleur naturelle et sa gentillesse. Quand il s'est approché de moi alors que je rangeais mon matériel, je me suis sentie inhabituellement nerveuse. « Alors, c'est vous qui voyez tout ?» a-t-il dit avec un sourire. « C'est mon travail », ai-je répondu. « Remarquez les moments que les autres pourraient manquer. »« Eh bien, je vous ai remarqué aussi », a-t-il dit en me donnant son numéro de téléphone, au cas où tu voudrais un jour passer de l'autre côté de l'objectif. Léo s'est avéré être un professeur des écoles qui aimait son travail avec la même passion que j'avais pour la photographie. Lors de notre premier rendez-vous, il a parlé de ses élèves de CM1 avec un tel enthousiasme et un tel respect que j'ai su qu'il était spécial. Il voyait le potentiel en chacun et croyait en la nécessité de nourrir les talents individuels plutôt que de forcer les enfants à suivre des chemins prédéterminés. Le contraste avec mes parents n'aurait pas pu être plus saisissant. Quand j'ai finalement présenté Léo à mes parents 6 mois après le début de notre relation, mon père lui a à peine serré la main et ma mère a fait plusieurs commentaires sur le fait que les enseignants étaient si mal payés. Sur le chemin du retour, Léo a demandé pourquoi il semblait déçu de lui avant même de le connaître. « Ce n'est pas toi », ai-je expliqué. Il réagirait de cette façon avec n'importe qui n'est pas médecin, avocat ou PDG. Tant pis pour eux, a-t-il dit simplement, parce qu'ils passent à côté de la chance de connaître une fille plutôt merveilleuse. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais construire ma vie avec Léo. Il me voyait pour qui j'étais et m'appréciait inconditionnellement. À ses yeux, je n'étais jamais en bas de quoi que ce soit. Alors que notre relation devenait sérieuse, j'ai maintenu un contact minimal avec mes parents. Des appels téléphoniques mensuels qui duraient 10 minutes au maximum, des visites obligatoires lors des grandes fêtes. J'ai cessé de chercher leur approbation et je me suis concentré sur la construction de ma vie avec quelqu'un qui soutenait réellement mes rêves. Léo m'a demandé en mariage par un matin d'automne frais, lors d'une randonnée vers une cascade que nous aimions tous les deux en Bourgogne. Il n'y avait pas de mise en scène élaborée ni de photographe caché dans les buissons, juste nous deux, entourés par les feuilles rouges et dorées de l'automne bourguignon. Il s'est agenouillé sur le sol humide, a sorti une bague simple mais magnifique, et m'a demandé si je voulais partager ma vie avec lui. Le moment était parfait précisément parce qu'il était authentique, tout comme les photographies que j'essayais de capturer pour mes clients. Je sais que je ne suis qu'un enseignant, a-t-il dit après que j'ai dit oui à travers des larmes de joie, mais je te promets de soutenir tes rêves comme tu soutiens les miens. Tu n'es jamais juste quoi que ce soit, lui ai-je dit. Tu es tout ce que je veux. Nous avons décidé d'organiser un petit mariage dans un jardin avec 70 invités, un budget modeste, et en nous concentrant sur ce qui comptait vraiment pour nous. En tant que photographe de mariage, j'avais vu trop de couples stressés à cause de détails élaborés tout en perdant de vue le sens de la cérémonie. Léo et moi voulions quelque chose d'intime et de significatif plutôt que d'extravagant. J'ai trouvé un magnifique jardin botanique qui offrait un espace pour la cérémonie et la réception à un prix raisonnable.
Nous avons choisi un menu traiteur simple composé de nos plats préférés, commandé des fleurs chez un fleuriste local, et demandé à une amie pâtissière de créer notre gâteau comme cadeau de mariage. J'ai fait appel à des amis photographes qui ont proposé de documenter notre journée pour une fraction de leurs tarifs habituels. Les invitations ont été faites à la main par Laura, la sœur artiste de Léo. De simples cartes de couleur crème avec des fleurs pressées qui correspondaient à notre thème de jardin. Nous les avons adressées pendant un week-end à la maison, riant et buvant du vin en parcourant notre liste d'invités. « Tu es sûr qu'il n'y a que 4 personnes de ta famille ?» a demandé Léo en remarquant que la pile de mon côté était beaucoup plus petite que la sienne. « Ma tante Karine et mon oncle Jacques, plus mes 2 cousins, ai-je confirmé, et mes parents et la famille de Juliette, bien que je doute qu'ils viennent. »« Tu devrais quand même les inviter, » a-t-il dit doucement. « Donne-leur la chance de te surprendre. » Je savais qu'il avait raison, mais je connaissais aussi mes parents. Pourtant, j'espérais que peut-être mon jour de mariage serait la seule occasion où ils mettraient de côté leur déception face à mes choix de vie. J'ai d'abord appelé tous nos amis et notre famille élargie pour annoncer nos fiançailles, gardant l'appel à mes parents pour la fin. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie, l'air distraite. « Bonjour, Amélie. Ce n'est pas le bon moment. Nous sommes sur le point de partir pour une collecte de fonds. Ça ne prendra qu'1 minute, maman. Je voulais te dire que Léo m'a demandé en mariage et que nous nous marions en juin. » Il y a eu une pause, puis un soupir. « Eh bien, je suppose que des félicitations s'imposent. Avez-vous fixé une date ? » « Le 12 juin, ai-je dit, en essayant de garder l'excitation dans ma voix malgré sa réponse tiède. « Ce sera une cérémonie dans un jardin, petit et intime. »« Juin est un mois chargé, » a-t-elle répondu. « Ton père a une conférence, et je crois que Juliette présente à un symposium médical à cette période. En plus, les petits-enfants ont leur gala de fin d'année. C'est dans 6 mois, maman. J'aimerais vraiment que vous soyez tous là. Nous verrons ce que nous pouvons faire, » a-t-elle dit sur un ton qui suggérait qu'elle cherchait déjà des excuses. Envoie-nous les détails. Les invitations formelles ont été envoyées en janvier, 6 mois avant la date du mariage, comme le voulait l'étiquette. J'ai inclus un mot manuscrit dans l'invitation de mes parents, exprimant à quel point leur présence signifierait pour moi. Les semaines ont passé sans RSVP. En mars, 3 mois avant le mariage, j'ai décidé de me rendre en personne chez mes parents pour discuter de leur présence. Je n'étais pas allé à la maison depuis près d'1 an, et rien n'avait changé. Le même salon formel où les enfants n'avaient jamais le droit de jouer. Le même mur de photos documentant les réussites de Juliette, avec une seule petite photo de moi de la remise des diplômes du lycée. Ma mère m'a offert du thé dans les tasses en porcelaine réservées aux invités plutôt qu'à la famille, un rappel subtil de mon statut d'étrangère. Mon père nous a rejoints, assis dans son fauteuil en cuir préféré, avec une posture parfaite comme toujours. Nous avons reçu ton invitation, a commencé ma mère après de pénibles banalités sur le temps. Mais je crains que nous ayons un conflit. Quel conflit, ai-je demandé. La date est fixée depuis des mois. Mon père s'est raclé la gorge. La famille de ta sœur est en visite ce week-end-là. Nous avons déjà fait des projets. Ne pourrait-il pas venir le week-end d'avant ou d'après, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. C'est le jour de mon mariage. L'expression de mon père s'est durcie. Amélie, soyons francs. Juliette est une chirurgienne occupée avec des responsabilités importantes et un temps de vacances limité. Ses enfants ont de nombreuses activités. Ils ne peuvent pas réorganiser tout leur emploi du temps pour ce qui est, franchement, un événement anodin pour quelqu'un dans ta. Il a fait une pause, cherchant le mot juste, point position. Ma position, ai-je répété, ayant l'impression d'avoir été giflé. Ce que ton père veut dire, intervint ma mère en douceur, c'est que même si c'est important pour toi, les obligations professionnelles de Juliette doivent primer. Elle sauve des vies, ma chérie. Et moi, je ne fais que prendre des photos, ai-je dit sèchement. Précisément, a hoché la tête mon père, manquant ou ignorant mon sarcasme. Ta sœur a construit quelque chose de significatif. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle perturbe cela pour. Ça. C'est le jour de mon mariage, ai-je répété, ma voix se brisant légèrement. Je suis aussi votre fille. Bien sûr que tu le es, a dit ma mère avec un sourire crispé. Mais ta petite cérémonie dans un jardin n'est guère l'événement du siècle. Peut-être que si tu avais choisi un lieu plus substantiel, ou si Léo avait une position plus établie. Point comme un médecin,
a ajouté mon père inutilement. Nous pensons simplement qu'il est préférable que tu ne nous déranges pas avec ça, a conclu ma mère. Nous avons aussi le gala de bienfaisance de l'hôpital ce mois-là et ton père est honoré pour son travail juridique pro bono. Notre agenda social est bien rempli. Je suis restée assise là, la tasse de thé oubliée dans mes mains, alors que tout le poids de leurs mots s'abattait sur moi. Mon mariage était un dérangement, un événement anodin qui ne valait pas leur temps parce que j'avais choisi une vie et un partenaire qui ne répondait pas à leurs critères de réussite. Je vois, ai-je finalement dit, en posant la tasse avec un mouvement contrôlé qui démentait le tremblement de mes mains. Merci d'avoir été honnête. Tu as toujours été si sensible, a soupiré ma mère. C'est exactement pour ça que nous nous inquiétions que tu y arrives en tant que photographe, trop émotive. J'ai quitté leur maison ce jour-là avec une clarté absolue. Pendant 3 décennies, j'avais espéré qu'ils me voient, qu'ils m'apprécient, qu'ils m'aiment inconditionnellement. Mais ils ne le feraient jamais. J'étais une déception perpétuelle parce que j'avais choisi l'épanouissement plutôt que le statut, le bonheur plutôt que leur définition du succès. Dans la voiture, j'ai appelé Léo et lui ai tout raconté en larmes. Je serai ta famille maintenant, a-t-il promis. Et mes parents t'aiment déjà plus que leurs propres enfants. C'était vrai. Les parents de Léo, une bibliothécaire à la retraite et un professeur de sciences au lycée, m'avaient accueilli à bras ouverts dès notre première rencontre. Ils posaient de vraies questions sur ma photographie, exposaient mon travail dans leur maison et n'ont jamais suggéré une seule fois que leur fils aurait pu trouver mieux. J'ai alors décidé que mon mariage se déroulerait sans mes parents ni ma sœur. Je ne passerai pas un instant de plus à essayer de gagner l'approbation de personnes qui, fondamentalement, ne valorisaient pas ce qui me rendait heureuse. Le 12 juin est arrivé avec un temps parfait, comme si l'univers compensait l'absence de ma famille. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres du jardin, créant des motifs tachetés sur les chaises blanches disposées en rangées nettes. Des fleurs sauvages bleues et violettes, mes couleurs préférées, bordaient l'allée et ornaient la simple arche où Léo et moi allions échanger nos vœux. Dans la petite salle de préparation, je me suis assise devant le miroir pendant que mon amie Zoé, une maquilleuse professionnelle, travaillait sur mon visage. Elle a gardé le look naturel, sachant que je préférais la simplicité au glamour. Ma robe était en dentelle d'inspiration vintage, longueur midi plutôt que jusqu'au sol, me permettant de bouger librement tout au long de la journée. « Comment te sens-tu » a demandé Zoé en appliquant un léger fard à joues sur mes joues. Partagé, ai-je admis. Heureuse d'épouser Léo. Triste à propos de mes parents, et en colère d'encore me soucier de leur absence. C'est normal, m'a-t-elle assuré. Mais c'est leur perte. Tu es magnifique. La mère de Léo, Martine, a frappé et est entrée avec une petite boîte en velours. J'ai pensé que tu voudrais peut-être quelque chose d'emprunté, a-t-elle dit chaleureusement. C'étaient les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Je les ai portées à mon mariage aussi. Alors qu'elle m'aidait à les mettre, j'ai retenu mes larmes. C'est ce qu'une mère devrait être le jour du mariage de son enfant. Présente, solidaire, aimante. Merci, Martine, ai-je dit en la serrant dans mes bras, en faisant attention de ne pas tacher mon maquillage. Ça signifie tellement pour moi. Nous sommes si heureux que tu rejoignes officiellement notre famille, a-t-elle répondu. Bien que tu en fasses partie depuis que Léo t'a ramené à la maison pour la première fois. Ma tante Karine et mon oncle Jacques avaient conduit 6 heures pour être présents et ont pris les rôles parentaux que ma propre mère et mon père avaient abandonnés. Mon oncle Jacques m'a accompagné jusqu'à l'hôtel, ses bras fermes et rassurants. Ma tante Karine était assise au premier rang où ma mère aurait dû être, rayonnant d'un bonheur sincère pour moi. La cérémonie était tout ce que j'avais espéré. Les vœux de Léo ont fait rire et pleurer tout le monde à parts égales. Les miens étaient plus réservés, mais non moins sincères. Lorsque l'officiant nous a déclarés mari et femme, le petit rassemblement d'amis et de familles choisis a éclaté en acclamations qui semblaient remplir le jardin et mon cœur complètement. Pendant la réception, j'ai remarqué plusieurs invités prenant des photos avec leur téléphone, malgré les photographes professionnels que j'avais engagés. Des années à photographier des mariages m'avaient appris à détester cette pratique. Non seulement cela donnait des images de mauvaise qualité, mais cela signifiait aussi que les gens vivaient le moment à travers des écrans plutôt qu'avec leur pleine présence. Pourtant, aujourd'hui, j'ai constaté que cela ne me dérangeait pas. C'étaient des gens qui tenaient vraiment à nous, voulant capturer des souvenirs à leur manière. Aucun d'entre eux ne le faisait pour le spectacle ou le statut sur les réseaux sociaux. Ils voulaient sincèrement se souvenir de ce jour joyeux. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Léo m'a trouvé assis seul à une table,
prenant un moment pour tout absorber. Heureuse, a-t-il demandé en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. Complètement, ai-je répondu sincèrement. Bien que je n'arrête pas de vérifier mon téléphone. Pourquoi? Je pensais qu'ils enverraient au moins un texto. Même un simple félicitation aurait été quelque chose. Léo a pris ma main. Tu sais quoi? Faisons un pacte, tout de suite. C'est la dernière fois aujourd'hui que nous pensons à ceux qui n'étaient pas là. À partir de ce moment, nous nous concentrons uniquement sur ceux qui étaient là et qui seront là pour tous nos jours à venir. Il avait raison, bien sûr. J'ai rangé mon téléphone et j'ai rejoint la fête, dansant avec nos derniers invités jusqu'à ce que le personnel du lieu commence subtilement à nettoyer autour de nous. Plus tard dans la nuit, dans notre chambre d'hôtel, la curiosité l'a emporté. Pendant que Léo était sous la douche, j'ai vérifié mon téléphone une fois de plus. Aucun message de mes parents ou de ma sœur, mais plusieurs notifications des réseaux sociaux. Sans réfléchir, j'ai cliqué sur le profil de ma mère, que je consultais rarement ces jours-ci. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ma mère avait publié des photos et des vidéos tout au long de la journée, non pas d'une maison vide manquant un mariage, mais d'une plage à La Réunion. L'horodatage du premier message datait de 3 jours plus tôt. Elle était là, souriant largement avec mon père, ma sœur, mon beau-frère, ma nièce et mon neveu sur les rives de l'île. La légende disait « Vacances familiales parfaites avec les personnes qui comptent le plus ». Les photos se sont poursuivies tout au long du jour de mon mariage. Petit déjeuner sur un balcon d'hôtel avec vue sur l'océan. Une visite guidée d'une plantation de vanille. Dîner dans un restaurant exclusif en bord de mer où l'on voyait mon père lever un verre pour porter un toast aux priorités familiales. Ils n'avaient pas seulement refusé d'assister à mon mariage. Ils avaient délibérément planifié un rassemblement familial alternatif qui m'excluait entièrement. Le voyage à La Réunion aurait été réservé des mois à l'avance, ce qui signifiait qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de venir à mon mariage dès le moment où je l'avais annoncé. J'ai fait défiler commentaire après commentaire de leurs amis. Quelle belle famille! Vous avez tous l'air si heureux. Les grands-parents parfaits avec la famille parfaite. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi ils étaient à La Réunion pendant le mariage de leur fille cadette. Quand Léo est sorti de la salle de bain, il m'a trouvé en train de pleurer silencieusement, le téléphone toujours serré dans ma main. Sans un mot, il s'est assis à côté de moi et a regardé l'écran. « Oh, Amélie » a-t-il dit doucement, en prenant le téléphone et en le posant de côté. « Je suis tellement désolé. » Ils l'ont planifié, ai-je réussi à dire à travers les larmes. Ils ont planifié des vacances en famille spécifiquement pendant mon mariage. Ce n'était pas un conflit. C'était une déclaration. Léo m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, trempant son t-shirt de larmes lors de ce qui aurait dû être la nuit la plus heureuse de notre vie. Une fois que je me suis calmé, j'ai essayé d'appeler ma mère. C'était l'après-midi à La Réunion, et elle a répondu à la 3e sonnerie. « Amélie, est-ce que quelque chose ne va pas ?» a-t-elle demandé, avec des bruits de rire et de vagues en arrière-plan. « J'ai vu tes publications de La Réunion », ai-je dit sans préambule. « Vous avez planifié des vacances en famille pendant mon mariage. » « Oui. » « Eh bien, comme nous te l'avions dit, nous avions des engagements antérieurs, a-t-elle répondu doucement. Juliette ne pouvait prendre que certaines dates de congé et les enfants avaient des activités à gérer. Vous auriez pu me dire que vous alliez à La Réunion au lieu de faire croire que c'était des conflits séparés. Est-ce que ça aurait fait une différence, a-t-elle demandé. Le résultat aurait été le même. Nous avions des obligations plus importantes. Plus importantes, les mots flottaient entre nous comme un verdict. J'étais moins importante que des vacances à la plage. Je dois y aller, a poursuivi ma mère. Ton père m'attend pour la soirée créole. J'espère que ta petite cérémonie s'est bien passée. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, me laissant regarder le téléphone. Léo l'a doucement retiré de ma main et l'a éteint complètement. Pas plus pour ce soir, a-t-il dit fermement. Demain, nous commençons notre lune de miel et notre vie ensemble. Ils n'ont pas le droit de nous gâcher ça. Il avait raison. J'avais passé trop d'années à laisser la désapprobation de mes parents assombrir mon bonheur. Notre lune de miel à Florence a été merveilleuse, remplie d'explorations, de bonne nourriture et de moments de pure joie capturés à la fois en photographie et dans nos cœurs. Pendant 2 semaines, je n'ai pas consulté les réseaux sociaux ni appelé ma famille. J'ai existé pleinement dans le présent avec l'homme qui m'avait choisi par-dessus tout. 1 semaine après notre retour de lune de miel, la vie réelle a repris.
J'avais un arriéré de photos de mariage à retoucher et des clients à rencontrer. Léo se préparait pour la nouvelle année scolaire. Nous nous installions dans notre nouvel appartement commun, fusionnant nos biens et nos habitudes en un foyer cohérent. J'étais à une séance photo de fiançailles au parc de la Tête d'Or lorsque mon téléphone a commencé à vibrer à plusieurs reprises dans mon sac. Je l'ai ignoré jusqu'à la fin de la séance, puis j'ai vérifié pour trouver cet appel manqué de mon père et 3 messages vocaux. Mon père ne m'appelait jamais, encore moins plusieurs fois de suite. Le premier message vocal était « Amélie, appelle-moi immédiatement à propos du prêt immobilier Madison ». Le second, 1 heure plus tard, était plus urgent, « C'est sérieux, Amélie. La banque a envoyé des avis. Rappelle-moi. » Le troisième, vieux de seulement 20 minutes, était ouvertement paniqué, les paiements du prêt n'ont pas été faits. Il menace d'une action en justice. Appelle-moi tout de suite. Mon estomac s'est noué en réalisant de quoi il s'agissait. 3 ans plus tôt, alors que j'étais encore désespéré d'obtenir l'approbation de mes parents, mon père m'avait demandé de me porter co-emprunteur pour un petit bien commercial dans lequel il investissait. L'immeuble Madison était censé être une valeur sûre, un espace de bureau dans un quartier en plein essor qui générerait des revenus locatifs fiables. C'est juste une formalité, m'avait-il assuré. Ton nom sur les papiers aide avec certains avantages fiscaux, mais je m'occuperai de tout. Tous les paiements, tous les papiers. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Contre mon meilleur jugement, j'avais signé. C'était l'une des rares fois où mon père m'avait incluse dans un aspect de ses affaires, et j'avais été pathétiquement reconnaissante pour cette reconnaissance. Léo, que je commençais tout juste à fréquenter à l'époque, m'avait gentiment suggéré de tout mettre par écrit, mais j'avais eu peur que montrer une telle méfiance ne ferme cette rare porte à l'approbation paternelle. Maintenant, il semblait y avoir un problème. J'ai fini de ranger mon équipement et j'ai appelé mon père depuis le banc du parc. Finalement, il a répondu à la première sonnerie, « Où étais-tu ? C'est une urgence. » Je travaillais, papa, ai-je répondu. Que se passe-t-il avec le prêt Madison ? L'agence de gestion que j'ai engagée a été incompétente, a-t-il dit, la colère évidente dans sa voix. L'immeuble est à moitié vide depuis des mois, et ils ont omis de m'en informer. Les revenus locatifs ne couvraient pas les mensualités du prêt. Mais tu as quand même fait les paiements, n'est-ce pas, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse d'après ces messages paniqués. Je m'en occupais, mais avec les dépenses du voyage à La Réunion et les frais de scolarité de l'école privée des enfants de Juliette que nous aidons à payer, il y a eu quelques problèmes de trésorerie temporaires. Je supposais que l'agence de gestion collectait encore assez de loyers pour couvrir les paiements minimums. Combien de paiements ont été manqués, ai-je demandé, mon calme professionnel masquant la panique grandissante que je ressentais. 3, a-t-il admis. La banque a envoyé des avis, mais ils allaient à l'adresse de l'immeuble, pas à notre domicile. Je ne l'ai découvert qu'hier, lorsqu'un représentant de la banque m'a appelé directement. 3 paiements manqués. Mon nom sur les documents de prêt. Ma cote de crédit, que j'avais soigneusement bâtie en créant mon entreprise, était maintenant sans aucun doute endommagée. La banque pouvait s'en prendre à l'un de nous deux pour le montant total, et étant donné que mon père avait apparemment des problèmes de trésorerie, il me ciblerait probablement. J'ai besoin que tu transfères 40 000 € pour couvrir les paiements manqués et les pénalités, a poursuivi mon père sur le même ton autoritaire qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance. Une fois que ce sera réglé, nous pourrons discuter de la restructuration du prêt ou éventuellement de la vente de la propriété. 40 000 €, ai-je répété, stupéfaite. Papa, je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Je viens de payer un mariage et une lune de miel. Ton entreprise a sûrement des fonds d'urgence, a-t-il insisté. C'est une urgence familiale, Amélie. Ta cote de crédit est aussi en jeu, l'ironie ne m'a pas échappé. Mon mariage avait été un événement anodin qui ne valait pas la peine d'être assisté, mais mes ressources financières étaient considérées comme un bien familial sur lequel on pouvait compter en cas de crise. J'ai besoin de temps pour régler ça, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je t'appellerai demain. Ça ne peut pas attendre, a-t-il insisté. La banque menace de commencer une procédure de saisie d'ici la fin de la semaine. Alors ça a déjà trop attendu, ai-je répondu. Je t'appellerai demain. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Léo, puis notre conseillère financière, puis un ami avocat spécialisé dans l'immobilier. Le tableau qui s'est dégagé de ces conversations était pire que ce que j'avais initialement pensé. La propriété était mal gérée depuis près d'1 an. Mon père avait manqué non pas 3 mais 5 paiements,
les 2 premiers ayant été automatiquement couverts par le fonds de réserve qu'il avait établi au début, qui était maintenant épuisé. La banque était dans son droit d'exiger le paiement immédiat des montants manqués plus les pénalités. Si nous n'obtempérions pas, il pourrait saisir la propriété et toujours s'en prendre aux 2 co-emprunteurs pour tout solde restant si la vente ne couvrait pas le prêt. De plus, ma cote de crédit avait déjà chuté de près de 100 points, affectant potentiellement tout, de notre capacité à refinancer notre hypothèque au taux d'intérêt de nos cartes de crédit. Ce soir-là, Léo et moi nous sommes assis à notre table de cuisine, entourés de documents financiers et juridiques. Je n'arrive pas à croire qu'il ait laissé la situation s'aggraver à ce point avant de me le dire, ai-je dit en me frottant les tempes, et le timing. Juste après qu'ils aient manqué notre mariage pour des vacances de luxe qui ont apparemment contribué à leurs problèmes de trésorerie. Ça semble être plus qu'une coïncidence, a convenu Léo. La question est, que faisons-nous maintenant? Nous avions des options, aucune n'étant particulièrement bonne. Nous pouvions liquider une partie de mes économies d'entreprise pour couvrir les paiements manqués, récompensant essentiellement l'irresponsabilité de mon père. Nous pouvions essayer de forcer la vente rapide de la propriété, potentiellement à perte. Ou nous pouvions la laisser aller en saisie, ce qui endommagerait mon crédit pendant des années, mais pourrait être financièrement meilleur à long terme. J'ai besoin de comprendre pourquoi c'est arrivé, ai-je dit finalement. Avant de décider quoi que ce soit, je veux le tableau complet. Le lendemain matin, j'ai de nouveau rencontré notre conseillère financière. Cette fois, armée de toutes les questions que j'aurais dû poser il y a 3 ans, elle m'a aidé à demander un historique financier et d'occupation complet pour la propriété Madison. Ce que nous avons découvert était troublant. L'immeuble n'avait jamais été entièrement occupé. L'investissement était en difficulté depuis le début, mon père retirant constamment tout profit dès qu'il s'accumulait, plutôt que de constituer un fonds de réserve approprié. La société de gestion avait bien envoyé des rapports, mais pas à l'adresse que mon père avait prétendu. Le plus révélateur, c'est que mon père avait cessé de faire des paiements à peu près au moment où il aurait réservé et payé pour les vacances à La Réunion. On dirait qu'il a déshabillé Pierre pour habiller Paul, a dit crûment ma conseillère financière. Sauf que dans ce cas, tu es Pierre. Une clarté froide s'est abattue sur moi. Ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion financière. C'était mon père qui donnait la priorité à des vacances de luxe avec sa vraie famille plutôt qu'à ses obligations légales et éthiques envers un prêt qui pouvait me dévaster financièrement. Quand j'ai rappelé mon père ce soir-là, j'étais calme et préparé. J'ai examiné les dossiers financiers de la propriété Madison, ai-je commencé. Comment as-tu eu accès à ça, a-t-il interrompu, l'air alarmé. Je suis co-emprunteur du prêt, papa. J'ai des droits légaux sur ces informations. Pourquoi as-tu commencé à manquer des paiements exactement au moment où tu as réservé le voyage à La Réunion? C'est totalement sans rapport, a-t-il balbutié, et non pertinent pour la situation actuelle. As-tu organisé le transfert pour couvrir les paiements manqués? Non, ai-je dit simplement, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Ça affecte aussi ton crédit, Amélie. Sois raisonnable. Je suis raisonnable. En fait, j'ai consulté des conseillers financiers et juridiques pour déterminer la ligne de conduite la plus raisonnable. Qui est, a-t-il exigé. Je te le dirai demain, ai-je répondu. J'ai besoin d'un jour de plus pour finaliser les détails. Nous n'avons pas le temps pour tes jeux, a-t-il lancé. C'est sérieux. Oui, ai-je convenu. C'est sérieux, tout comme mon mariage était sérieux pour moi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, puis je me suis tourné vers Léo, qui était assis à côté de moi, me tenant la main pendant tout l'appel. Tu es sûr de ça? A-t-il demandé doucement. Absolument, ai-je hoché la tête. Pour la première fois de ma vie, je vais traiter mes parents exactement comme ils m'ont traité. Les 24 heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. J'ai de nouveau rencontré l'avocat pour comprendre exactement quelles étaient mes obligations et options légales concernant le prêt. J'ai parlé avec un spécialiste de la réparation de crédit pour atténuer les dommages à ma cote de crédit. J'ai consulté un agent immobilier sur la valeur marchande réelle de la propriété Madison par rapport à ce que mon père prétendait qu'elle valait. Ce qui en est ressorti était une image des finances de mes parents qui m'a surprise. Malgré leur style de vie de classe supérieure et leur richesse apparente, ils étaient considérablement surendettés. La propriété Madison n'était qu'un des nombreux investissements sous-performants. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour aider Juliette à acheter la sienne. Ils contribuaient substantiellement aux frais de scolarité de l'école privée de ma nièce et de mon neveu et à leurs activités parascolaires,
et il maintenait des adhésions à 2 clubs exclusifs qui coûtaient des milliers d'euros par an. En bref, ils vivaient au-dessus de leurs moyens tout en projetant une image de succès et de stabilité financière. Les vacances à La Réunion avaient été facturées sur une carte de crédit déjà proche de sa limite. Le cabinet d'avocats de mon père, bien que prestigieux, perdait des clients au profit de cabinets plus jeunes et plus au fait de la technologie. Ma mère avait récemment réduit ses heures à l'hôpital, mais pas ses habitudes de dépenses. Ils n'étaient pas au bord de la faillite, mais ils étaient loin de la position sur qu'ils avaient toujours projetée. Et maintenant, ils s'attendaient à ce que moi, la fille qu'ils avaient rejetée et dévalorisée, les rend flous. Armé de cette connaissance et d'un plan clair, j'ai appelé mon père exactement 24 heures après notre dernière conversation. Finalement, il a répondu « Dis-moi que tu as l'argent prêt à être transféré. » Je ne l'ai pas, ai-je répondu calmement. Amélie, ce n'est pas le moment pour une vengeance mesquine parce que nous avons manqué ton mariage. C'est une urgence financière. Ne me contactez pas pour des questions anodines, ai-je dit, en utilisant les mots exacts et le ton dédaigneux que ma mère avait utilisé à propos de mon mariage. Il y a eu un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a-t-il finalement balbutié. Des questions anodines, ai-je répété, comme les paiements de prêts, les saisies ou les côtes de crédit. Elles sont anodines par rapport aux choses importantes de la vie. Ne seriez-vous pas d'accord? C'est scandaleux, a-t-il explosé. Ta mère et moi t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons tout donné. Sauf votre présence à mon mariage, ai-je rétorqué. Sauf votre respect pour ma carrière. Sauf votre amour inconditionnel. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Nous t'avons toujours soutenu. Point quand ça vous arrangeait, quand ça correspondait à votre vision pour moi, quand ça n'entrait pas en conflit avec le gala, la présentation ou les vacances de Juliette. Mais quand j'avais besoin que vous soyez simplement là le jour le plus important de ma vie, vous avez choisi La Réunion à la place. C'est totalement différent, a-t-il insisté. Vraiment? Vous avez décidé que mon mariage était anodin. J'ai décidé que votre urgence financière est tout aussi anodine pour moi. Nous allons perdre la propriété, a-t-il averti. Ton crédit sera ruiné. J'ai déjà parlé à la banque, les jeux informaient. J'ai trouvé un arrangement. Comme je suis co-emprunteur et non l'emprunteur principal, j'ai des options pour me protéger qui n'impliquent pas de vous donner 40 000 euros. Quelles options, a-t-il exigé? Ça ne vous concerne pas, ai-je répondu. Tout comme mon mariage ne vous concernait pas, tu ne peux pas nous faire ça, a-t-il dit, sa voix contenant maintenant une note de peur authentique. Ta mère sera dévastée. J'imagine qu'elle le sera, ai-je convenu. Tout comme j'ai été dévasté en voyant des photos de vous tous à La Réunion le jour de mon mariage. La différence, c'est que je n'ai rien fait pour mériter cette douleur. Vous, par contre, avez pris une série de décisions financières irresponsables tout en me traitant comme une personne de second plan. Nous sommes tes parents, a-t-il dit, comme si ce simple fait devait tout outrepasser. Oui, ai-je reconnu. Et j'ai passé 30 ans à essayer de gagner votre amour et votre approbation. J'en ai fini avec ça maintenant. Je me protégerai financièrement de vos décisions. Et je n'accepterai plus d'être traité comme étant moins précieuse que ma sœur ou des vacances à la plage. Tu le regretteras, a-t-il averti. Quand tu te calmeras et que tu penseras rationnellement, tu verras que la famille doit passer en premier. Je suis tout à fait d'accord, ai-je dit. La famille devrait passer en premier. Souvenez-vous de ça la prochaine fois que vous devrez choisir entre une soirée sur la plage et le mariage de votre fille. J'ai terminé l'appel et je suis resté assise dans le silence soudain de mon salon. Léo, qui avait été à mes côtés tout du long, m'a entouré de ses bras. Comment te sens-tu? A-t-il demandé doucement. Plus légère, ai-je réalisé, comme si je venais de poser quelque chose que je portais toute ma vie. Le poids avait été l'effort constant pour gagner leur approbation, l'espoir persistant qu'un jour ils m'apprécieraient autant qu'ils appréciaient Juliette. Se délester de ce fardeau était à la fois terrifiant et libérateur. L'arrangement que j'avais trouvé avec la banque était simple. Je ne contribuerais à aucun argent pour rattraper les paiements manqués. Au lieu de cela, j'avais négocié pour que mon nom soit retiré du prêt en échange d'une hypothèque sur ma part de tout héritage éventuel de mes parents. C'était un arrangement inhabituel auquel la banque avait initialement résisté, mais mon avocat avait été persistant, et mon excellent historique de crédit commercial avait aidé. Mon père devrait maintenant faire face aux conséquences de ses décisions financières sans m'utiliser comme filet de sécurité.
La propriété irait probablement en saisie à moins qu'il ne puisse trouver l'argent ailleurs. Mon crédit prendrait un coup. Mais avec la documentation de la situation et mon approche proactive, le spécialiste de la réparation de crédit pensait que nous pourrions atténuer une grande partie des dommages en un an. Plus important encore, je m'étais enfin défendu d'une manière que mes parents ne pouvaient ni ignorer ni rejeter. Je m'étais valorisé quand ils ne le faisaient pas. Les retombées ont été rapides et étendues. Moins de 24 heures après ma conversation avec mon père, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de membres de la famille élargie. Apparemment, mes parents n'avaient pas perdu de temps pour partager leur version des événements. Ma tante Sophie, la sœur de ma mère, a envoyé un long texto exprimant sa déception face à mon abandon de la famille dans leurs moments de besoin. Mon cousin Robert, qui avait toujours été proche de Juliette, a laissé un message vocal suggérant que j'étais puérile et vindicative. Même ma grand-mère, habituellement neutre dans les conflits familiaux, a appelé pour me demander si j'avais vraiment refusé d'aider mon pauvre père avec un revers financier temporaire. Aucun d'entre eux n'a mentionné le mariage. Aucun d'entre eux n'a reconnu que mes parents avaient choisi des vacances plutôt qu'un des jours les plus importants de ma vie. Dans le récit qu'ils propageaient, j'étais la fille ingrate qui avait tourné le dos à la loyauté familiale pour des griefs mesquins. Juliette a appelé 3 jours après ma conversation avec mon père. J'ai failli refuser l'appel, mais j'ai décidé qu'il valait mieux entendre ce qu'elle avait à dire. « Tu dois arranger ça », a-t-elle dit sans préambule. Papa est anéanti, et maman n'arrête pas de pleurer. « Bonjour à toi aussi, Juliette », ai-je répondu calmement. « Comment c'était la réunion ? C'est de ça qu'il s'agit ? Tu les punis parce qu'ils ont manqué ton mariage. Grandis, Amélie. La vie ne tourne pas autour de toi. » L'ironie de cette déclaration de la part de la sœur qui avait été le centre de notre univers familial pendant 3 décennies ne m'a pas échappé. Il s'agit de limites, ai-je expliqué, et de conséquences. Papa a pris des décisions financières qui ont mis mon crédit et mon avenir financier en danger sans me consulter. Puis il s'attendait à ce que je le renfloue sans poser de questions juste après avoir démontré à quel point mes événements de vie majeurs comptent peu pour vous tous. Nous avions planifié ce voyage depuis des mois, a-t-elle argumenté. Les enfants avaient des activités à gérer. Mon emploi du temps à l'hôpital est incroyablement rigide. Et pourtant, vous avez tous réussi à vous coordonner parfaitement pour le voyage à La Réunion, mais pas pour mon mariage. C'était différent, a-t-elle insisté. Oui, ça l'était, ai-je convenu. L'un était des vacances. L'autre, c'était ta seule sœur qui se mariait. Tu sais quel est ton problème, Amélie. Tu as toujours été jalouse de moi, de mon succès, de ma famille, de ma relation avec maman et papa. C'est juste ta façon d'attirer l'attention. Je ne veux plus de leur attention, Juliette. Je veux juste être traité avec un respect de base, ce qui est apparemment trop demandé. Savais-tu que papa a utilisé l'argent du voyage à La Réunion au lieu de faire les paiements du prêt sur lequel mon nom figure ? Qu'il a mis mon avenir financier en danger pour que vous puissiez tous avoir des tire-ponches sur la plage ? Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle protesté, bien qu'avec moins de certitude. Demande-lui, ai-je suggéré. Demande les relevés bancaires et les registres de paiement. Vois quand les paiements se sont arrêtés et quand le voyage à La Réunion a été réservé. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Écoute, ai-je poursuivi plus doucement. Je n'ai jamais été jalouse de toi. J'ai choisi un chemin différent qui me rend heureuse. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'il respecte ce choix et qu'il soit présent pour les moments importants, comme ils l'ont toujours été pour toi. Est-ce vraiment si déraisonnable ? Je dois y aller, a-t-elle dit brusquement. Les enfants ont besoin de dîner. Nous en reparlerons plus tard. Mais nous n'en avons pas reparlé plus tard. Juliette s'est réfugiée dans le silence, ne me défendant ni auprès de nos parents, ni ne continuant à m'attaquer directement. Elle avait toujours évité les conflits qui ne la bénéficiaient pas directement, et ce n'était pas une exception. Léo a été mon roc tout au long de ce drame familial. Il n'a jamais suggéré une seule fois que je me réconcilie pour la paix des ménages ou que je cède à la pression croissante. Au lieu de cela, il m'a aidé à tout documenter soigneusement, en conservant les emails, les textos et les dossiers financiers qui montraient la véritable séquence des événements. Quand je m'inquiétais d'être trop dur, il me rappelait doucement toutes les années où j'avais accepté leur traitement dédaigneux. Tu ne les coupes pas de ta vie, a-t-il souligné. Tu exiges simplement le même respect que tu leur donnes. C'est sain, pas dur. À ma grande surprise,
quelques membres de la famille m'ont contacté pour me soutenir une fois qu'ils ont entendu ma version de l'histoire. Ma tante Karine, qui m'avait accompagné jusqu'à l'hôtel, m'a appelé pour me dire qu'elle était fière de moi de m'être enfin défendu. « Ta mère a toujours eu des favoris », a-t-elle dit sans embâche. « J'aime ma sœur, mais elle ne t'a rendu aucun service en te traitant comme une moins que rien. » Il était temps que quelqu'un lui dise ces 4 vérités. Ma cousine Danielle, qui s'était éloignée des réunions de famille des années auparavant pour des raisons que je n'avais jamais tout à fait comprises, m'a envoyé un simple texto, « Bienvenue de l'autre côté. » C'est parfois solitaire, mais beaucoup plus sain. Appelle-moi si tu as besoin de parler à quelqu'un qui comprend. Même mon oncle Pierre, le frère de mon père qui s'impliquait rarement dans les affaires familiales, m'a envoyé un email pour dire que bien qu'il ne prenne pas parti dans le conflit, il avait toujours admiré mon indépendance et ma détermination à construire une vie par mes propres moyens. Ces alliés inattendus ont aidé à équilibrer le cœur des parents qui insistaient pour que je pardonne et oublie au nom de l'harmonie familiale. Ils m'ont rappelé que me défendre n'était pas égoïste ou vindicatif, mais nécessaire et attendu depuis longtemps. Pendant ce temps, je me suis plongé dans la construction de mon entreprise et de mon mariage. Le studio de photographie s'est agrandi, ajoutant un 3e photographe associé et déménageant dans un espace plus grand qui comprenait une petite galerie pour exposer notre travail. Léo a reçu une promotion au poste d'enseignant principal dans son école, développant un nouveau programme d'études intégrant les arts que son directeur a décrit comme révolutionnaire. Nous avons rénové notre appartement, créant un foyer qui reflétait nos 2 personnalités. Nous avons voyagé quand nous le pouvions, faisant des excursions de week-end dans les régions voisines et planifiant un voyage plus long en Europe pour l'été suivant. Nous avons noué des amitiés avec d'autres couples qui soutenaient nos objectifs et célébraient nos succès sans compétition ni jugement. En bref, nous avons créé l'environnement aimant et solidaire que je n'avais jamais connu en grandissant. Notre maison est devenue un lieu où les réussites étaient célébrées quel que soit le domaine, où les revers étaient accueillis avec encouragement plutôt que critique, et où l'amour n'était jamais conditionnel à la satisfaction des normes de quelqu'un d'autre. 6 mois après la confrontation avec mon père, j'ai reçu une lettre officielle de la banque confirmant que mon nom avait été retiré du prêt de la propriété Madison conformément à notre accord. La propriété n'avait finalement pas été saisie. D'une manière ou d'une autre, mon père avait trouvé les fonds pour rattraper les paiements, bien qu'il ne m'ait jamais dit comment. Je soupçonnais qu'il avait peut-être emprunté à des amis ou liquidé d'autres investissements plutôt que de faire face à l'embarras social d'une saisie. Ma cote de crédit se rétablissait lentement mais sûrement. Le spécialiste de la réparation de crédit m'avait aidé à documenter la situation de manière à atténuer une partie des dommages, et mon excellent historique financier par ailleurs jouait en ma faveur. Il faudrait encore 1 an pour se rétablir complètement, mais le pire de l'impact était derrière moi. Plus important encore, je guérissais émotionnellement. La thérapeute que j'avais commencé à voir après le mariage m'a aidé à surmonter le deuil complexe de perdre essentiellement ma famille d'origine tout en construisant ma famille de choix. Elle m'a aidé à voir que l'incapacité de mes parents à me valoriser était leur limitation, pas un reflet de ma valeur. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer comme vous avez besoin d'être aimé, m'a-t-elle dit lors d'une séance particulièrement puissante. Mais on peut arrêter d'accepter moins que ce qu'on mérite. C'était une leçon douloureuse, mais nécessaire. Pour la première fois de ma vie, je définissais ma valeur selon mes propres termes plutôt qu'à travers le prisme étroit de la réussite et du statut de mes parents. 1 an après notre mariage, Léo m'a surprise avec une escapade de week-end pour célébrer notre anniversaire. Il a choisi une charmante chambre d'hôte dans une ville côtière. Connaissant mon amour de la photographie océanique, l'aubergiste avait préparé notre chambre avec du champagne et des fleurs, et Léo avait organisé un dîner privé pour nous sur la plage au coucher du soleil. Alors que nous portions un toast à notre première année de mariage, j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé en 12 mois. Pas seulement extérieurement avec l'expansion de l'entreprise et les rénovations de la maison, mais intérieurement. J'étais plus calme, plus confiante, moins poussée par le besoin de faire mes preuves. « À quoi penses-tu » a demandé Léo, remarquant mon humeur contemplative. « À quel point je me sens différente maintenant par rapport à l'année dernière » ai-je répondu. Comme si j'avais enfin arrêté de courir. Courir ? Courir pour rattraper, pour être assez bien, pour gagner une approbation qui n'allait jamais venir, peu importe la vitesse ou la distance à laquelle je courais. Il a serré ma main. Tu as toujours été assez. Je suis juste content que tu puisses le voir maintenant aussi. Ma relation avec mes parents s'était installée dans un nouveau schéma. Après des mois de messages de colère ou de silence complet, ma mère m'avait contacté vers les vacances avec un email soigneusement neutre me demandant nos projets pour Noël.
J'avais répondu poliment mais fermement que nous passerions les fêtes avec la famille de Léo. Depuis lors, nous avions établi ce que ma thérapeute appelait une distance civile. Des emails occasionnels ou de brefs appels téléphoniques qui restaient sur des sujets comme la météo ou les nouvelles générales. Aucune discussion sur mes succès professionnels ou leur situation financière. Aucune mention de Juliette ou de sa famille. C'était superficiel mais gérable, une relation construite sur une politesse mutuelle plutôt que sur une connexion authentique. J'avais accepté que c'était probablement tout ce que nous aurions jamais. Mes parents étaient trop ancrés dans leurs valeurs et leurs perceptions pour vraiment changer, et je n'étais plus disposé à me contorsionner pour correspondre à leurs attentes. La distance entre nous était la conséquence naturelle de 30 ans d'amour conditionnel rencontrant sa première vraie limite. Ce qui m'a surprise, c'est la paix que j'ai trouvée dans cette acceptation. La douleur constante de la recherche d'approbation avait été remplacée par la confiance tranquille de connaître ma propre valeur. J'avais encore des moments de tristesse à propos de ce qui aurait pu être, mais ils ne me submergeaient plus ni ne définissaient mes journées. Mon entreprise continuait de prospérer avec une réputation grandissante pour la capture de moments authentiques plutôt que de perfection posée. Un prestigieux magazine de mariage avait présenté mon travail dans son numéro de printemps, qualifiant mon style de révolutionnaire dans son honnêteté émotionnelle. L'article avait attiré une vague de nouveaux clients, me permettant d'augmenter mes tarifs et d'être plus sélectif quant au mariage que j'acceptais. Léo et moi avions commencé à discuter d'enfants, une conversation qui apportait à la fois de l'excitation et de l'anxiété. Je m'inquiétais de répéter des schémas, de transmettre d'une manière ou d'une autre l'amour conditionnel que j'avais connu à un enfant de mon cru. Mais tu n'es pas ta mère, m'a rappelé ma thérapeute lorsque j'ai partagé ses craintes. Tu as fait le travail pour reconnaître ces schémas. Cette prise de conscience seule est une puissante mesure préventive. Elle avait raison. Bien sûr, le simple fait que je m'inquiète de répéter les erreurs de mes parents signifiait que j'étais peu susceptible de le faire inconsciemment. Léo et moi construisions notre relation et notre future famille potentielle sur une base d'acceptation et de soutien plutôt que d'attente et de comparaison. En mars, alors que nous envisagions sérieusement de fonder une famille, mon oncle Jacques est décédé subitement d'une crise cardiaque. Ces funérailles seraient la première fois que je verrais mes parents et ma sœur face à face depuis la confrontation sur le prêt. J'ai envisagé de ne pas y assister, mais oncle Jacques avait été l'un des rares membres de la famille à avoir toujours été là pour moi. Il méritait d'être honoré, peu importe mon inconfort avec la dynamique familiale que ces funérailles entraîneraient. Léo et moi avons pris l'avion pour Strasbourg pour la cérémonie, réservant un hôtel plutôt que de rester chez des parents pour maintenir une certaine distance émotionnelle. Les funérailles étaient bien suivies, un témoignage du large cercle d'amis de mon oncle et de son impact positif sur sa communauté. Mes parents sont arrivés juste avant le début du service, l'air plus âgé que dans mon souvenir. Les cheveux de mon père étaient devenus complètement gris, et ma mère semblait avoir perdu du poids. Ils m'ont fait un signe de tête rigide, mais n'ont fait aucun geste pour s'approcher. Juliette et sa famille étaient assises avec eux au premier rang, tandis que Léo et moi avons choisi des sièges plusieurs rangées derrière avec ma tante Karine. Après le service, pendant la réception chez ma tante, j'aidais à disposer la nourriture dans la cuisine quand ma mère est entrée. Nous sommes restés maladroitement un moment avant qu'elle ne parle. « Ton entreprise de photographie semble bien marcher », a-t-elle dit. J'ai vu l'article du magazine. J'ai été surprise qu'elle soit au courant. Oui, ça a été une bonne année professionnellement. Ton père et moi vendons la maison, a-t-elle poursuivi, en réarrangeant inutilement des biscuits sur un plateau. Elle est trop grande pour nous deux maintenant. Je suis désolé de la prendre, ai-je dit, ne sachant pas quelle réponse elle attendait. Nous avons trouvé un joli appartement plus près de la famille de Juliette, plus petit mais adéquat pour nos besoins. J'ai hoché la tête, reconnaissant la réalité financière derrière ce déménagement, mais choisissant de ne pas commenter. La propriété Madison s'est vendue le mois dernier, a-t-elle ajouté. Pas pour ce que ton père avait espéré, mais assez pour rembourser le prêt. Je suis contente que ça se soit arrangé, ai-je dit sincèrement. Bien que j'ai tenu bon pour ne pas les renflouer, je n'avais jamais souhaité leur ruine financière. Nous sommes retombés dans le silence, le poids de tout ce qui restait non dit pesant entre nous. Finalement, ma mère a redressé les épaules de la manière familière qui signalait qu'elle avait pris une décision. Ton père et moi avons peut-être été hâtifs dans notre évaluation de ton mariage, a-t-elle dit prudemment. Nous regrettons de l'avoir manqué. Ce n'était pas tout à fait des excuses, plutôt une reconnaissance que leurs actions auraient pu être discutables. De la part de ma mère, c'était néanmoins significatif. Merci de dire ça, ai-je répondu.
Ça signifie quelque chose de l'entendre. Une autre pause, puis elle a ajouté, Léo semble être un homme bon. Le meilleur, ai-je confirmé. Il me rend très heureuse. Elle a hoché la tête une fois, de manière décisive, puis a pris le plateau de biscuits. Je devrais les apporter aux invités. C'était un petit échange, à peine 5 minutes de conversation, mais il représentait la première fissure dans le mur entre nous. Pas une réconciliation, pas encore, mais peut-être le début d'une relation plus honnête, une relation construite sur qui nous étions réellement plutôt que sur qui elle avait toujours voulu que je sois. 2 mois après les funérailles, j'ai découvert que j'étais enceinte. Léo était aux anges, me faisant tourner dans notre salon quand je lui ai montré le test positif. Nous avons convenu d'attendre la fin du premier trimestre avant de partager largement la nouvelle. Mais la perspective de devenir parent a rempli notre maison d'une nouvelle énergie et d'un nouveau but. Quand est venu le moment de l'annoncer à nos familles, nous avons invité les parents de Léo à dîner et avons partagé la nouvelle en personne, ce qui a entraîné des larmes de joie et des offres immédiates de babysitting et de meubles de chambre d'enfants. Pour mes parents, j'ai choisi un simple appel téléphonique, me préparant à une réponse tiède. À ma grande surprise, ma mère a en fait eu un hoquet de ce qui semblait être un plaisir sincère. Un bébé. Oh, Amélie. C'est une nouvelle merveilleuse. Tu accouches quand? Le 15 décembre, lui ai-je dit. Juste avant Noël. Votre premier Noël en tant que parent, a-t-elle dit. Une mélancolie dans sa voix que j'avais rarement entendue. Ce sera magique. Nous avons parlé pendant près de 30 minutes, plus longtemps que n'importe quelle conversation que nous avions eue depuis plus d'1 an. Elle a posé des questions pratiques sur ma santé et mes soins prénataux, mais aussi des questions plus émotionnelles sur ce que je ressentais à l'idée de devenir mère. Pour une fois, elle semblait vraiment écouter mes réponses plutôt que de formuler son prochain point. Alors que nous étions sur le point de raccrocher, elle a hésité puis a dit, « Ton père et moi aimerions venir vous voir après la naissance du bébé, si ça ne vous dérange pas, toi et Léo. » C'était une branche d'olivier inattendue, qui m'a à la fois touché et terrifié. L'idée de mes parents dans ma maison, tenant mon enfant, a suscité un mélange complexe d'espoir et d'anxiété. Planifions ça une fois que le bébé sera là, ai-je dit prudemment. Je ne suis pas sûr de ce que seront ces premières semaines. Bien sûr, a-t-elle rapidement accepté. Fais-nous savoir quand tu seras prête. Nous pouvons attendre. Les 3 derniers mots m'ont frappé avec force. Nous pouvons attendre. Mes parents avaient-ils déjà attendu quoi que ce soit me concernant auparavant? Avaient-ils déjà ajusté leurs attentes ou leurs emplois du temps pour répondre à mes besoins plutôt que d'exiger que je m'adapte aux leurs? C'était une petite chose, mais cela suggérait un changement, aussi léger soit-il, dans notre dynamique. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, je me suis retrouvé à réfléchir profondément à ma propre enfance et au type de parent que je voulais être. J'ai beaucoup écrit dans mon journal, traitant des souvenirs et des sentiments avec une intensité qui me surprenait parfois. Ma thérapeute m'a aidé à distinguer les schémas que je voulais briser et les valeurs que je voulais conserver, entre les craintes légitimes et la pensée catastrophique. Une entrée que j'ai écrite pendant mon 7e mois a particulièrement capturé mon parcours. Je pensais que l'amour était quelque chose que l'on méritait par la réussite, l'apparence ou la conformité. Cette croyance a façonné chaque relation de ma vie jusqu'à ce que Léo me montre que le véritable amour consiste à être vu et accepté exactement tel que l'on est. Mon enfant n'aura jamais à mériter mon amour. Il l'aura dès son premier souffle, quels que soient ses talents, ses choix ou son chemin dans la vie. Il saura avec une certitude absolue que même si je ne le comprends pas toujours, je l'aimerai toujours, toujours. C'est ma promesse et ma guérison. Le jour de la naissance de notre fille Lily a été le plus transformateur de ma vie. Au moment où ils l'ont placée dans mes bras, minuscule et parfaite, avec une tête pleine de cheveux noirs, j'ai compris l'amour d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. C'était instantané, inconditionnel et d'une intensité écrasante. J'aurais tout fait, tout donné pour protéger et nourrir cet être miraculeux qui était en quelque sorte né de notre amour. Léo était un père naturel, confiant et doux alors qu'il berçait Lily contre sa poitrine. Ses parents ont visité l'hôpital le premier jour, apportant de minuscules chaussons faits à la main et des larmes de joie. Ma tante Karine et ma cousine Danielle sont venues le lendemain avec des cadeaux pratiques et des offres d'aide. Une fois rentrés à la maison, mes parents ont attendu comme promis. 2 semaines après la naissance de Lily, lorsque nous avions établi quelque chose qui ressemblait à une routine et que je me sentais prête pour plus de visiteurs, j'ai appelé pour les inviter à rencontrer leur petite fille.
Ils sont arrivés avec des cadeaux qui témoignaient de plus de réflexion que ce à quoi je m'attendais, une belle boîte à musique en bois fabriquée à la main qui jouait une berceuse, une collection de livres pour enfants classiques. Un minuscule bracelet en argent que ma mère a expliqué avoir été le sien quand elle était bébé. Il doit rester dans la famille, a-t-elle dit en me tendant la petite boîte en velours. Pour ta fille maintenant. En regardant mon père tenir Lily avec une tendresse inhabituelle, j'ai vu une facette de lui que je n'avais jamais vue auparavant. Sa formalité rigide habituelle s'est dissipée alors qu'il la berçait doucement, murmurant des mots absurdes quand elle s'agitait. Elle a tes yeux, a observé ma mère, planant à proximité. La même forme. Léo pense qu'elle a aussi mon menton têtu, ai-je répondu avec un sourire. Ça lui servira bien, a dit mon père de manière inattendue. La détermination est un trait de caractère précieux. C'était peut-être la première fois qu'il présentait mon entêtement comme une qualité positive plutôt qu'un défaut de caractère à corriger. J'ai croisé son regard par-dessus la tête de Lily et j'y ai vu quelque chose de nouveau. Pas tout à fait de l'approbation, mais de la reconnaissance de qui j'étais plutôt que la déception de qui je n'étais pas. Notre relation est restée complexe et parfois tendue. Les anciens schémas ne disparaissaient pas du jour au lendemain, et il y avait encore des moments de tension et d'incompréhension. Mais Lily a créé un pont entre nous, un terrain d'entente d'amour qui transcendait les blessures du passé. J'ai fixé des limites claires concernant leur implication, établissant dès le début que bien qu'ils soient les bienvenus dans la vie de Lily, Léo et moi prendrions toutes les décisions parentales. À ma grande surprise, ils ont largement respecté ces limites, comprenant peut-être que leur accès à leur petite fille dépendait du respect de ses parents. 2 ans se sont écoulés depuis cette confrontation sur le prêt. Mon entreprise continue de prospérer. Mon mariage se renforce chaque jour, et ma fille remplit notre maison de joie et d'émerveillement. Ma relation avec mes parents n'est ni parfaite ni complètement guérie, mais elle est plus honnête qu'elle ne l'a jamais été. Je ne cherche plus leur approbation ni ne mesure ma valeur à travers leurs yeux. J'ai bâti une vie définie par l'amour plutôt que par la réussite, par la connexion plutôt que par la compétition. Il s'avère que se défendre ne se résume pas seulement au moment de la confrontation, mais à la vie que l'on crée ensuite, selon ses propres termes et ses propres valeurs. Si mon histoire enseigne quelque chose, c'est que votre valeur est intrinsèque, et non acquise. Que des relations saines nécessitent un respect mutuel, et non une adaptation unilatérale. Que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de dire non à ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et que des événements anodins comme les mariages et les paiements de prêts révèlent souvent les vérités les plus profondes sur qui compte vraiment dans nos vies et comment nous devrions nous permettre d'être traités.